Le rire obligatoire ne m'amuse pas. J'ai du mal avec la dictature de l'ironie, qui a été, au fond, la seule idéologie de ma génération. C'est toujours s'en foutre de tout et se moquer de tout. Et ça mène là où nous sommes aujourd'hui, dans un monde sans espoir, sans repères, sans valeurs, tout ça. À force de blaguer toute la journée, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on n'a plus d'utopie, même de projet politique, autre que rire toute la journée. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. On rigole parce que c'est le cinquième départ. Ben, c'est pour vous dire. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Pardon, je m'excuse, je me rends compte que j'ai la lunette qui est un peu de traviole. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Un dandy qui se délecte. Je vous intimide. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact prise 3. Un dandy qui ne Mais c'est pas grave s'il y a un bafouillage, Ben on non, s'en je fout. sais. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Et là, je peux vous dire, c'est le 4e essai au départ. Je m'enfargeais. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce verbe m'enfarger? M'enfarger, oui. C'est québécois? Oui, je me suis enfargé. Non, n'ayez pas peur, continuez. Laissez-vous aller. Allongeons-nous sur ce canapé. À mes côtés, donc, celui qui a gardé le compte des départs, des faux départs. Quelqu'un qui a toujours bien senti l'air du temps, j'aime ça, et su le restituer dans ses nombreux livres, des romans pour l'essentiel. Frédéric Becbédé est aussi, un gentleman provocateur, et dans une de nos nombreuses prises, vous m'avez dit provocateur, j'aime pas. Non, c'est-à-dire c'est bien de provoquer des réactions, mais c'est jamais voulu chez moi. J'essaie d'écrire le plus librement possible, avec humour, avec émotion, avec colère parfois. Humour, et ça donc, manque beaucoup à l'époque en ce moment. Et alors donc voilà, quelquefois ça entraîne des scandales et des... je ne sais pas pourquoi, mais je ne le cherche pas. Je suis pas moi, je me considère pas comme un provocateur, simplement comme un romancier. Dandy qui ne déteste pas créer le malaise, et je voulais dire un peu plus tôt, lors de ces nombreuses présentations que j'ai jamais réussi à coucher, que c'est pas le pire des défauts pour quelqu'un qui plaiderait volontiers coupable au crime de littérature. Vous êtes aussi réalisateur, éditeur, animateur, critique littéraire. D'ailleurs, vous êtes responsable d'un de mes plus grands coups de foudre récents, Patrice Jean, que vous m'avez fait découvrir. Ah oui, vous ne connaissiez pas, c'est formidable. Et il y a quelques années. Oui. Et je suis avec L'Homme surnuméraire. Oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu. Oui. Et vous signez votre dernier livre. Est-ce un chef-d'œuvre? Je laisserai à nos lecteurs qui nous écoutent en décider. Un seul homme ou un homme seul, plutôt, décidément. C'est une de ces journées comme ça. C'est le dernier. Oui, vous pouvez rigoler. Un homme seul qui parle de votre père, Jean-Michel. Je dois dire... C'est une promesse que je vous ai faite avant qu'on ne commence, que je dirais ce que j'en pense, et j'ai été secoué, positivement secoué. C'est un magnifique livre, très émouvant. Ce qui n'est pas la pire des choses. Hein. Quand on est en deuil, on est dans un état de vulnérabilité intense. Et tout d'un coup, on est un peu plus sincère, plus fragile, plus énervé ou plus malheureux, mais aussi plus inspiré. Je sais pas, tout devient intense, voilà. Et c'est ce que j'ai utilisé cette période-là pour écrire, et du coup, peut-être qu'on sent dans ce livre, les phrases tremblent, quoi. Tout tremble un peu d'émotion, et parfois de révolte aussi, parce que ce père, je l'ai pas bien connu, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu la conversation qu'on aurait dû avoir, et donc le livre, et je pense que c'est un livre, moi je l'ai trouvé très agréable à écrire, mais il est sans doute difficile à lire, non? C'est-à-dire c'est pas un peu... Je dirais pas difficile à lire, mais je parlais de ce qu'il m'a
fait ressentir moi, ça m'a secoué, donc j'ai dû faire des pauses. Oui, j'ai dû faire des voilà. pauses Oui, c'est ce qu'on m'a parce dit. qu'il faut le digérer. Oui, mais en fait, moi, j'ai pas senti ça. Moi, j'avais besoin de l'écrire. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs amis proches qui m'ont dit j'ai du mal à le lire. Je dis ça, c'est idiot parce que je vais pas donner envie de l'acheter. Mais c'est vrai que c'est un livre, il faut le déguster un petit peu tous les jours. Mais d'une traite, c'est pas possible. C'est trop violent, quoi. Ou alors c'est trop intense, quoi. Intense. Vous avez commencé à parler de cette vulnérabilité qui est évidemment inhérente au deuil. Il y a quelque chose d'autre dans votre vie qui vous a mis dans une pareille vulnérabilité? Beaucoup de choses en même temps, là. Parce qu'on découvre, enfin c'est mon cas, quand j'ai perdu mon père, un registre de sensations que je n'avais jamais avant pu contempler. Je crois que c'est un événement, on passe tous par là, mais c'est un événement crucial, la mort du père, parce qu'on se retrouve... on se retrouve à être obligé d'être un adulte, alors qu'avant, on se disait, je suis protégé par ce parapluie paternel. Peut-être que tout d'un coup, c'est affreux comme responsabilité. Bon, je suis moi aussi père, donc j'aurais dû être au courant que j'étais quelqu'un qui devait être solide et qui devait se préparer à mourir et qui devait se poser des questions métaphysiques. Mais j'ai fui tout ça pendant tellement d'années que c'est un peu un grand choc. La mort de mon père a été un peu un choc existentiel. Vous disiez, j'ai mis 40 ans à comprendre que je n'avais plus 17 ans. Oui. C'est un peu ça? Oui, bien sûr. C'était pratique de sortir tous les soirs et de parler de choses légères tout le temps pour éviter les vrais sujets. Malheureusement, c'est plus possible. Parce que vous êtes en première ligne? Maintenant, je suis le prochain sur la liste. Ouais. Et puis, je ne crois pas avoir peur de la mort, mais j'ai des enfants, et donc je dois quand même essayer de les protéger le plus longtemps possible. Lui non plus, apparemment, n'avait pas peur de la mort jusqu'à ce qu'elle se pointe à l'horizon et que soudainement, il soit un peu tétanisé par celle-ci. J'ai eu le même sentiment. Mon père me disait être prêt à mourir, puis finalement, quand elle s'est présentée, la grande faucheuse, il tremblait. Oui, alors on ne fera pas les fiers non plus, hein, je vous rassure. Je pense je ne le juge pas du tout. Je ne juge pas le mien non plus. Je trouve que c'est simplement intéressant à raconter comment quelqu'un qui toute sa vie se prétendait solipsiste, fataliste, pessimiste, prêt à... n'ayant pas peur de la mort, en fait, s'est retrouvé au dernier moment à s'accrocher à chaque seconde. Et c'était très beau d'ailleurs. J'espère que les chapitres sur cette contradiction, ils sont un hommage. Ah, mais je pense pas que c'est en soi une catastrophe que de constater, de voir son père déchanté devant la mort, sinon que ça m'a, moi, c'est le souvenir que j'en garde, étreint. J'étais mal, en fait, de le voir résister alors qu'il m'avait toujours dit que ça serait un moment qui se passerait bien pour lui. Oui, en fait, la mort, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est pas... C'est pour ça que d'ailleurs on organise en ce moment des lois pour choisir son point de sortie, son départ, pour les soins palliatifs et tout ça, parce qu'en fait l'humanité tente d'organiser ce qui est en fait pas du tout organisable. Non, mais je me suis retrouvé donc au lieu de parler de boîte de nuit et de drogue, je me suis retrouvé à parler de choses un peu plus fondamentales. Quoique, entre les lignes, pour ceux qui savent lire ce qui loge entre les lignes, depuis toujours, vous dites autre chose que vos histoires dans les boîtes de nuit, et ce qui est apparemment léger ne l'est pas toujours. C'est l'opinion du lecteur ici. Vous parliez de sincérité au moment de la rencontre avec le deuil. L'avez-vous toujours été? Je ne sais pas si je l'ai toujours été dans les livres. Non, je ne crois pas. Parce que je pense que d'abord, j'ai toujours cherché à savoir qui j'étais. Je ne sais pas si j'ai trouvé. Je portais des masques. J'aime bien les bals costumés. Je jouais des rôles. Et c'est aussi le rôle d'un romancier. Créer des personnages de fiction qui sont un peu soi en exagéré. Ce sont des versions spectaculaires de moi-même.
Octave Parango, Marc Marronnier. C'est vous et pas tout à fait. C'est pas tout à fait. C'est mieux, c'est plus amusant que moi. Moi, je suis chiant. Et j'essaie Vous vous décevez. Dans un roman, j'essaie de... Enfin, c'est peut-être une bêtise d'ailleurs, mais je pensais qu'il fallait être plus que sincère, autre chose que sincère. Avec l'âge, j'ai sans doute réussi à réduire la distance entre qui je suis et ce qu'il y a sur la page. Mais il y a une médiation que je trouve formidable dans nos métiers. Je ne suis pas romancier, mais où on peut des fois se risquer à être très sincère, justement parce qu'on ne le dit pas dans le blanc des yeux à quelqu'un qu'on connaît. Ah oui, bien sûr, ça c'est le luxe de la littérature. C'est ce que je serais peut-être incapable de vous dire ici. Je peux le mettre dans Un homme seul, je peux le mettre dans un roman français, je peux le mettre dans Un barrage contre le Pacifique, qui sont mes 3 livres vraiment les plus intimes. Souvent, quand je suis enfermé avec un stylo, une feuille de papier, là, j'arrive à dire des choses qui seraient très embarrassantes à haute voix. Et des choses très graves, des choses très tragiques, ou des choses, là, pour le coup, très cruelles aussi. J'ai envie de, justement, revenir sur l'œuvre et de ce qu'elle dit de notre époque, parce qu'elle n'est pas justement qu'en surface seulement. Vous vous êtes intéressé à cette injonction, par exemple, du rire qui nous caractérise. Or, je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'humour et que l'époque en a pas non plus beaucoup d'humour. Non, c'est un livre qui s'appelle L'homme qui pleure de rire. Vous faites allusion à il ne s'appelle pas, puisque c'est un émoticône qui en est, vrai. Sur la couverture, le seul titre. Oui, il y a l'émoticône de l'homme qui pleure de rire et qui a la tête penchée. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un roman avec ce titre, avec un smiley comme titre. Quoi. Ça m'amusait beaucoup. C'est de l'époque. Et oui, le rire obligatoire ne m'amuse pas. Et j'ai du mal avec l'humour, la dictature de l'ironie, qui a été, au fond, la seule idéologie de ma génération. C'est toujours s'en foutre de tout et se moquer de tout. Et ça mène là où nous sommes aujourd'hui, dans un monde sans espoir, sans repères, sans valeurs, tout ça. À force de blaguer toute la journée, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on n'a plus d'utopie, même de projet politique, autre que rire toute la journée. Oui, c'est un impératif qui, d'ailleurs, confine à ce monde qui, s'il rit, a perdu la capacité d'autodérision. Nous ne sommes pas très bons à rire de nous. C'est un livre qui a provoqué des réactions assez diverses, parce que on pense que le rire est une liberté sacrée, ce qui est vrai, et depuis l'attentat de Charlie Hebdo, plus que jamais, bien sûr. Et maintenant, si on fait que ça, et qu'on propose rien, on finit par... En fait, les humoristes finissent par donner des leçons, eux aussi. Et souvent, maintenant, les humoristes sont polarisés. Il y en a qui pensent plutôt à gauche, d'autres qui pensent à droite. Et en fait, ils se moquent jamais d'eux-mêmes. Ils se moquent du camp d'en face. De l'autre. Et je trouve que ça, c'est le contraire de l'humour. C'est que c'est des gens qui délivrent un message, en fait. En ricanant, mais ils ont quand même un message politique. J'ai fait la genèse, je suis retourné voir ce qui sert de prétexte au livre, c'est-à-dire ce moment où vous décidez, je pense que c'est en novembre 2018, je ne sais pas si vous le décidez, mais vous livrez une chronique qui n'en est pas une chronique qui est en fait en creux, où vous découvrez que vous avez finalement peu de choses à dire et vous décidez de l'assumer, créant un malaise extraordinaire. Oui, c'était bizarre. Alors, je sais que vous l'avez souvent commenté, mais je l'ai revu cette semaine, et de tout ce qui se passe, c'est le malaise que vous engendrez qui m'a semblé la chose la plus intéressante, davantage que votre rien à dire. Je ne sais pas dans quel état vous étiez vraiment, si vous mesuriez peut-être ce qui se passait. Et ensuite, le drame pour une chronique qui n'a pas été livrée. Ça n'a aucune importance, en fait. Mais oui, mais ça prend des proportions c'est dingues. Vrai. Ah oui. Et j'ai été viré quelques heures après. J'ai senti, le fait
que quelqu'un n'a pas travaillé, que quelqu'un est silencieux ou que quelqu'un n'a rien à dire à une heure où il y a 4 ou 5 millions d'auditeurs sur une grande radio le matin. Très subversive, d'ailleurs, Oui, l'idée. c'était de créer un moment situationniste, quoi. Vraiment. Donc c'est intéressant comme expérience. La chronique en elle-même était nulle. C'était une non-chronique, d'ailleurs. Et en fait, ça permettait de démontrer quelque chose sur le fait qu'on veut toujours remplir le vide, qu'on a peur des moments justement naturels, des moments de silence. Même là, si je me taisais une minute, ça serait bizarre. Et voilà, c'était une expérience. Mais je trouve ça intéressant Mais de vous tenter des l'aviez en trucs. amont bien conçu, cette expérience, ou elle s'est un peu inventée devant vous? En fait, je vais vous dire, je pense que c'était pas terrible parce que j'aurais dû prévenir les animateurs de l'émission que j'allais faire ça. Du coup, ils auraient été complices et ça aurait peut-être été bien plus marrant. Là, comme ils se sont dit, il a rien branlé, ce con, et il nous fout dans la merde, du coup, ils étaient un peu agressifs et un peu effrayés. Et c'était moins rigolo que si j'avais tenté l'expérience en les prévenant, en les avertissant avant, voilà. Mais c'est aussi le reflet de tout ce qui n'est pas scripté devient angoissant. Tout ce qui n'a pas été préparé, répété, ce moment, un peu hirsute, évidemment différent, étrange. Oui. Et je ne veux pas rentrer ici dans l'analyse fine de ce moment, quoique il dit justement de l'époque notre peur du silence, de ce qui est peut-être pas préparé. Imprévu, oui. Imprévu. Oui, c'est l'intrusion de l'imprévu. Et surtout que l'humour, pour moi, c'est justement, comme le dit Bergson, l'irruption de l'imprévu dans une mécanique. C'est que tout d'un coup, la mécanique se dérègle. C'est ça qui provoque le rire. Et du coup, c'est bizarre que les humoristes deviennent des fonctionnaires du rire, si vous voulez. Je vais écrire une vanne toutes les phrases, je vais faire 3 minutes 30 de blagues. Ça, c'est le contraire du rire, en réalité. Le rire, ça doit être quelque chose de naturel ça doit être comme une sorte de coup de pied au cul de l'univers entier. Oui, et qui nous aide à vivre En fait, c'est le lubrifiant de nos vies difficiles, l'humour, il me semble. C'est ce qui fait qu'on arrive à, des fois désespéré, à sourire malgré tout et à surmonter les pires épreuves. Quand il est vendu au kilo, alors vous faites 3 minutes 30 pour rigoler. Ouais. C'est-à-dire que souvent les comiques de toutes les radios et télé se prétendent des révoltés, des rebelles, vous voyez. Mais en fait, ils arrivent avec leur petit papier bien rédigé et ils le lisent bien proprement. Donc il n'y a pas c'est pas vrai, il n'y a pas de révolution là-dedans. Donc c'est aussi un peu le message de ce bordel-là. C'était pas très important, ni non, mais ça donne un bon livre, par contre. Mais oui, ça m'a inspiré. C'est amusant. Je raconte toute la nuit qui a précédé, sans dormir, et à la fin, le sabordage. Mais au fond, c'est le sabordage qui est commun à pas mal. On parlait de provocation en commençant, mais moi, je ne crois pas être un provocateur, mais j'aime bien le sabordage. L'idée de désobéissance me plaît depuis que je suis petit, depuis l'école. Et dans tous mes livres, 99 francs, c'est un sabordage de mon métier. Et vous êtes congédié, d'ailleurs, à l'époque. J'ai été viré, bien sûr, licencié pour faute grave. La faute grave étant le livre. Et j'aime bien... Et c'est marrant parce que les gens de la pub... couper la branche sur laquelle je suis assis. Mais j'allais dire, c'est marrant parce que les gens de la pub veulent toujours se définir comme dans cette capacité à nous bousculer, à faire surprise. Et là, vous êtes congédié pour avoir écrit sur le monde qui est le vôtre et c'est une faute grave. Oui. Oui. Absence d'humour total sur eux-mêmes, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. À l'époque, je crois surtout qu'ils avaient peur de perdre un client important, dont je me moquais dans le livre. C'était plutôt comme ça. C'était un accident industriel, ce livre. Mais il y a ça de commun dans pas mal de mes livres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas m'embaucher dans un boulot parce que je risque d'en dire du mal. Je risque d'en dire du mal ou de le tourner en dérision. Voilà. Et je pense que c'est pas mal de se moquer des puissants. J'aime bien Balzac pour ça, j'aime bien Rabelais, Voltaire pour ça, parce que c'est une tradition française, en fait. Dans un livre, ça sert à faire un pied de nez au pouvoir. Et ça fonctionne? Est-ce que le pouvoir est
à l'occasion. Ça dépend. Il y a des gens Mise à puissants, il y a mal. des gens puissants qui aiment bien qu'on se foute de leur gueule. C'est ceux qui sont intelligents. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne le supportent pas. Parce que je crois que l'orgueil est le pire des péchés chez ces gens de pouvoir et qui n'acceptent pas, sinon très rarement, que l'on rit d'eux. Oui, je pense, par exemple, quelqu'un comme Trump, il est fâché avec tous les humoristes américains qui l'imitent et qui se moquent de lui. Mais c'est une preuve de bêtise. Vous savez, on reconnaît les cons parce que c'est ceux qui se croient intelligents. On reconnaît aussi les abrutis parce qu'ils ne sont pas capables de blaguer sur eux-mêmes. Vous avez déjà pensé que vous étiez intelligent et donc vous avez déjà été un peu con? Non, moi je suis plutôt l'inverse. J'ai l'intelligence de savoir que je suis con. Depuis toujours? Je pense que c'est tellement évident. Enfin, je veux dire qu'on ne saura jamais rien, on ne comprend rien au monde. On arrive dans ce chaos et ce foutoir et on part cherche aussi, toute sa vie un sens. On part aussi ignorant qu'on est arrivé dans ce Bien monde. sûr, Oui. bien sûr. Vous n'avez pas davantage de certitude aujourd'hui à 59 ans que vous en aviez? Je suis guidé par certaines choses, comme l'amour pour ma famille et mes enfants, voilà. Mais à part ça, je suis complètement perdu sur cette terre. Ah oui, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'écris. J'écris parce que je suis paumé. Et je me dis qu'une phrase après l'autre va peut-être m'aider... Mettre de l'ordre? À mettre des mots sur ce mystère. Qu'est-ce que je fous là? C'est sûr. Je vous le souhaite et je me dis qu'il y aura un livre peut-être qui vous donnera la vérité, mais j'en doute. L'onomatopée est la bonne réponse. Peut-être qu'on n'a pas envie d'ailleurs d'avoir un livre qui nous apprenne enfin la raison de notre existence, parce que ce serait fini. C'est pas drôle. Moi, je trouve ça, ce qui est riche dans notre vie, c'est qu'on comprend rien à ce qu'on fait là, et du coup, c'est ça que je trouve passionnant. Il vous est arrivé un jour de penser que ce que vous aviez fait allait enfin vous libérer, c'est-à-dire que vous auriez trouvé non seulement le sens, mais peut-être d'ailleurs l'amour de votre père, parce que vous écrivez cette phrase, je paraphrase, c'est la reconnaissance des pères, P-A-I-R-S, Oui. qui guérit du doute des pères, P-E-R-E-S. Ça, c'est, je sais pas, peut-être que j'ai écrit tous mes livres pour plaire à mon père, mais il ne les a jamais lus, donc... c'est ce qu'il disait? Il disait ça et je crois que malheureusement, la plupart du temps, c'était vrai. Il les offrait à sa compagne qui disait « T'as écrit un bouquin sympa ». Voilà ce que j'avais comme retour. Mais le sens de la vie, c'est un sujet passionnant, sans réponse. Non, mais d'ailleurs, si on avait la réponse, on pourrait dire, ça y est, la vie est faite. On met la clé sous la porte, c'est pas très intéressant. Donc moi, je continue de naviguer dans cette espèce de marécage, de mystère, de brume. Mais s'il y a un marécage et de la brume, il reste que dans plusieurs de vos livres, je reviens sur l'ère du temps, vous savez, disons, mettre le doigt sur des sensibilités avec un courage relatif. Vous avez souvent dit que vous étiez davantage naïf que courageux. Dans les confessions ou la confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, vous comprenez, peut-être à cause de votre passé, de ce qu'on présume, de ce que vous êtes l'homme léger qui a beaucoup fait la fête. On présume que vous n'avez pas l'autorité pour parler de l'amour hétérosexuel, particulièrement après MeToo. Est-ce que le monde a basculé avec MeToo? Disons que cette phase est une phase, je pense, importante pour établir de nouvelles relations entre les hommes et les femmes, et qu'en France, c'est particulièrement nouveau, puisque c'est le pays de la drague, de la séduction, c'est le pays de Don Juan de Molière, c'est le français est la langue dans laquelle Casanova a écrit ses mémoires quand même. Donc voilà, et on est le pays du Marquis de Sade. Enfin, je veux dire, c'est dingue quand on y pense. Donc c'est des siècles et des siècles de courtoisie, d'amour galant et de grivoiserie et aussi de vulgarité. Tout ça, il a fallu... on est en train depuis 2017 d'essayer de imaginer un nouveau code amoureux. C'est le pays... voilà, c'est le pays où c'est sans doute le plus compliqué.
Et en même temps, c'est pareil. Comme je disais sur le sens de la vie, mais les relations hommes-femmes, ça me passionne tellement que je suis très content que ce soit bouleversé, parce qu'on va devoir inventer des nouvelles manières de se rencontrer, de s'aborder, de se respecter. Voilà. Et si les hommes doivent demander la permission à chaque geste qu'ils font, c'est peut-être très sexy, c'est peut-être très beau. Et s'ils doivent même faire un contrat avant d'embrasser, c'est peut-être très érotique. Vous pensez vraiment? Moi, je bah, crois bien pas. sûr. On est dans l'absurde, là. Mais imaginez, vous êtes dans un bar, vous rencontrez une jeune femme et vous devez lui faire signer un papier. Mais alors, qu'est-ce que vous acceptez? Est-ce que je peux poser ma main sur votre épaule? Ça vous dérange pas si peut-être Vous imaginez je vous mets ma langue dans l'oreille? Vous imaginez le nombre de contrats que vous auriez signés s'il eût fallu? Mais là, oui, mais la conversation sera enrichie par ce contrat. Moi, je ne trouve pas ça inintéressant. Oui, vous êtes un peu facétieux, là. C'est une nouvelle époque, mais c'est vrai que quand on regarde le XXe siècle, aujourd'hui, on se dit, on a connu une époque qui est complètement révolue. Oui, c'est même les années 90. J'ai des souvenirs de soirées au Baron, au Montana, qui seraient totalement impossibles aujourd'hui. Mais déjà ne serait-ce que l'état dans lequel nous étions, filles et garçons, nous étions dans un tel état d'ivresse et de drogue que toutes les rencontres aujourd'hui, elles peuvent être remises en question. Les gens n'étant pas dans leur état normal, peut-on dire que c'était consenti? J'en sais rien. Non, je crois pas. C'était de la, comment on appelle ça, la soumission chimique. Mais tout le monde était sous soumission chimique. Tout le monde était soumis. Tout le monde. Donc vous étiez tous victimes de cette soumission. Oui, c'est ça. Mais c'est la même chose dans les années 60, 70. Mais vous mesuriez qu'en produisant ce livre, ça puisse lever une pareille réaction, soulever une pareille réaction, jusqu'à s'attaquer à une librairie où vous aurez à faire une séance de dédicace. Et chez vous, oui. Des gens ma qui maison a été l'admirent. taguée, la librairie à Bordeaux, Mola, a été taguée. J'étais sous protection policière à Bordeaux, mais aussi au salon de Nancy, avec des gardes du corps. Alors moi, je trouvais ça rigolo d'avoir des gardes du corps. Donc, oui, mais quand on se réveille le matin et qu'on a des enfants dans la maison et qu'on découvre que des gens sont venus taguer, je ne sais pas si c'est amusant. Oui, c'était moins amusant, ça. J'avoue que ça m'avait vraiment choqué. Surtout qu'ils ont enjambé la poussette du bébé pour écrire des injures à la peinture rouge sur ma maison. Non, mais oui, c'est vrai que ça, pour le coup, ça a été un peu un traumatisme dans la mesure où, je sais pas, j'ai l'impression d'être un enfant gâté qui a grandi dans une grande période de liberté. Je suis né en 1965, il y a eu les années 70, les années 80, même si je me suis beaucoup moqué de la domination de la com et de la pub et tout ça, c'était quand même une période de très grande insolence et puis d'hédonisme complet. Mais quand on se retrouve à être le sujet de la conversation, parce que d'en être le chroniqueur, c'est une chose, d'écrire, mais quand on décide de vous montrer du doigt, de venir taguer votre maison, d'interrompre certaines des manifestations... Oui, puis ça peut être dangereux, ça peut même être... oui, enfin, je veux dire, je suis pas Salman Rushdie, mais c'est quand même un peu angoissant de se dire, il y a tellement de gens un peu fous, militants... très très remonté, qu'il aurait pu arriver quelque chose, heureusement. Mais l'ambition est toujours de faire taire, je pense. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était assez marrant. Une fois, j'étais dans une conférence et je parlais des hommes et des femmes, vous voyez, comme ça, alors, comment on va faire pour s'aimer. Et puis, il y a un groupe de militantes féministes qui disaient « tais-toi, ouin, tais-toi ». Et je leur ai... Vous voyez, j'ai pris le micro, j'aurais tendu le micro, dites ce que vous avez à dire. Mais elle ne voulait pas s'exprimer. Elle voulait juste que je me taise. Mais elle ne voulait pas parler, ni dialoguer avec moi. Je n'étais pas légitime pour parler, mais je n'étais pas non plus un interlocuteur possible. Là, je me dis, on bascule dans une forme de totalitarisme, en fait. On bascule dans un monde où les gens refusent le débat. Parce que c'est un débat très, très difficile. Vous avez d'ailleurs déjà dit... Les journalistes... Non, c'est rien. Non, comment s'aimer? Je suis entièrement d'accord, mais... On doit pouvoir parler de ce sujet, quand même.
Et comment... là, récemment encore, là, j'ai fait un manifeste Vive les hommes dans le Figaro Magazine, il y a quelques semaines. Pour justement dire... C'était la journée internationale des droits des femmes. Ce jour-là, c'est important que les hommes soient questionnés et qu'on puisse parler, non pas seulement des femmes, mais des relations hommes-femmes. C'est pas scandaleux de dire ça. Je vois pas qu'il y a rien de scandaleux là-dedans. Je ne dis pas que c'est scandaleux. Parce que c'est les hommes qui sont en cause et qui font du mal aux femmes, puisque c'est bien ça, les droits des femmes. Ça dépend aussi du comportement des hommes. Donc les hommes doivent changer. Donc il faut analyser les hommes avec les femmes. Il faut que tout le monde se parle ce jour-là. Mais vous doutez de ce qu'il y a un problème avec les hommes ou vous pensez qu'il y en a un? Non, c'est statistiquement vrai. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est des hommes qui battent leurs femmes, tuent les femmes, violent les femmes. Et les statistiques sont épouvantables. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais donc, il faut interroger la masculinité, se poser la question, comment on va changer, comment faire pour s'améliorer, voilà. Mais quand on en arrive à un constat où la question est posée, peut-on vivre avec les hommes? C'est Manon Garcia, je pense, qui a écrit un livre là-dessus, qui revient sur le procès de Gisèle Pelicot. Horrible affaire, oui. Où cette femme découvre qu'elle a été violée à répétition par son mari, mais par des dizaines d'hommes. Et Garcia pose la question. Si ça est possible, qu'est-ce que ça dit du genre masculin et peut-on vivre avec eux? Ça m'affole comme question, comme le constat du procès aussi, parce que j'arrive pas à comprendre. Non, mais là, oui, on est dans l'horreur absolue, donc bon, je pense peut-être qu'il y a du mal dans tous les mâles, M-A, accent circonflexe, L-E, S. Mais c'est surtout comment réconcilier les hommes et les femmes. C'est ça qui est la bonne question, parce que on va pas mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, la plupart des... Avec vous, tout à fait d'accord. À part une minorité de gens qui n'ont pas de désir pour l'autre sexe. Et c'est respectable. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de réussir à se comprendre plutôt que... Voilà, il y a aussi Alice Coffin qui avait dit qu'elle ne voulait plus lire les livres des hommes. Bon, non, mais à ce moment-là, c'est fichu. C'est un constat d'échec pour moi. Moi, je suis plutôt dans le camp de ceux qui aimeraient qu'on arrive à se comprendre, voilà. Je suis peut-être un doux rêveur, mais c'est ça mon engagement, quoi. Il est où l'obstacle principal aujourd'hui? Peut-être qu'il y a une perte de confiance, que les femmes se méfient, effectivement, quand elles voient toutes ces horreurs que font les hommes depuis 100 000 ans. On nous fait... c'est ce que je dis dans le manifeste du Figaro Magazine. Hein, je dis, bon, les hommes sont... Et puisqu'ils étaient au pouvoir depuis des millénaires, c'est donc eux qui sont responsables de toutes les guerres, de l'esclavage, de la colonisation, du réchauffement climatique. Tout ça, c'est les hommes. Donc maintenant, si les femmes remplaçaient les hommes, ce serait peut-être mieux. Ou pareil, peut-être. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est arriver à vivre en paix les uns avec les autres. C'est très banal ce que je dis. Mais ce que je constate, c'est que nous ne sommes pas en ce moment invités à le faire beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a cette tension que je comprends, évidemment. Le réveil, peut-être, fait qu'il y a une tension. Mais il y a aussi un doute. Quand quelqu'un, très sérieusement, écrit « Peut-on vivre avec les hommes ?» Je me dis, c'est pas un programme réjouissant. Je donne une liste aussi de grands hommes qui ont fait de très belles choses. Dans mon livre, je parle de la sonate facile de Mozart, la sonate 16. C'est la musique la plus fragile, la plus sensible, la plus douce, jamais composée. Elle a été composée par un homme. Donc il y a aussi ces hommes-là qui existent. Donc il faut peut-être aider l'homme à donner le meilleur de lui-même et pas à être un minable et un gros porc. Mais en fait, le caractère exceptionnel de la contribution de Mozart à la culture et à la sensibilité collective, je le reconnais. Ce qui m'angoisse, c'est qu'on ne puisse pas reconnaître, je l'espère, chez la plupart des hommes, cette capacité à être de commerce agréable, à être des gens avec lesquels on peut
conceptualiser une vie, on peut avoir confiance. Or, le lien de confiance, enfin, à tout le moins dans le débat public. Vous sentez quelque chose de cassé? Dans le débat public. Je pense que dans la vie privée des gens, c'est autre chose. Mais dans le débat, c'est comme s'il était convenu qu'il y a... Parce que, je vais vous dire, d'abord, c'est parce que vous êtes québécois. Là-bas, le mouvement féministe est beaucoup plus radical que chez nous. Deuxièmement, non, mais ça, je plaisante, mais deuxièmement, c'est une histoire de pouvoir. Nous, les hommes, nous avons eu le pouvoir beaucoup trop longtemps, seuls. C'était la domination masculine, et maintenant... Vous en avez abusé de ce pouvoir, Frédéric? Moi, non, je crois pas. Mais je pense que c'est vrai que c'est un rééquilibrage nécessaire. Il faut maintenant... voilà, il faut que les femmes prennent le pouvoir. Et c'est ce qui se passe. C'est ça, en fait. On vit une phase de prise du pouvoir par les femmes. Donc, ça va prendre quelques décennies, et c'est très sain. Ça changera le monde. Moi, j'en veux pas du pouvoir, ça m'est égal. Je trouve pas ça intéressant. Mais c'est bien d'essayer que les femmes prennent le pouvoir et de voir ce que ça donne. Peut-être elles vont faire mieux. Et puis, Mozart, c'est un bon exemple, Mozart, parce que Mozart, c'était un Autrichien, et Hitler, c'était un Autrichien. Donc, vous voyez, le même pays peut donner Mozart ou Hitler. Oui. Et c'est ça, l'angoisse Mais totale. le même pays a donné, je parle de la France, De Gaulle et le maréchal Pétain. Donc, vous me direz que c'est pas les mêmes degrés de sensibilité. Pas les mêmes degrés et de folie, mais on est dans des extrêmes qui apparemment sont incompatibles. Et pourtant, oui. C'est vrai. Non, mais alors donc... Que dire là-dessus? Je suis perdu. Ben, rien à dire sur ce parallèle entre Mozart et puis Hitler, sinon qu'ils sont autrichiens. Voilà. Mais moi, ce qui en ce moment m'intéresse, c'est cette idée que le monde serait demain meilleur parce que, donc, plus féminin. C'est-à-dire qu'il y aurait une façon de faire qui est distincte. En tout cas, ça mériterait d'être tenté. Ah ben, évidemment. Oui. Donc, voilà, mais il y a des grandes dirigeantes d'État qui ont été des femmes, et ça n'a pas été spécialement... ça a été pas spécialement différent, plus tolérant, plus ouvert. Je pense à Margaret Thatcher, Angela Merkel. Les exemples de... Bon... Mais c'est pour ça que je reviens sur ce que vous disiez, cette espèce de pari. Nous, les hommes, on a un peu bousillé le monde. Est-ce que les femmes feront mieux à l'avenir pour le monde? C'est une question. On ne sait pas. Je suis ouvert à l'hypothèse. Il faudrait essayer, voilà. Mais ce que vous avez surtout constaté dans cet essai, Vive les hommes, qui est plutôt un pamphlet qu'un essai, c'est que les hommes, ils ont mal, ils sont très mal. Ils ont été aussi abusés et... Vous allez jusqu'à dire qu'ils ont été, à leur manière, victimes. Oui, alors ça énerve beaucoup, mais c'est complètement vrai. Je veux dire que je parle de mon père. Dans Un homme seul, je raconte son enfance au pensionnat de Sorèze, qui est un endroit où, depuis la sortie du livre, j'ai découvert beaucoup de violence. Et oui, tous ces petits garçons du XXe siècle, ils ont été maltraités souvent. Ils ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Donc, il y a en ce moment un MeToo féminin, mais aussi un MeToo masculin, et c'est très bien. Que tout le monde libère la parole, que tout le monde mette sur la table les traumatismes, et puis qu'on puisse ensuite avancer. Je parle pas d'ailleurs au passé, parce que beaucoup de gens qui gouvernent la planète sont, à mon avis, des enfants traumatisés. Je pense notamment à Donald Trump. Pour moi, ça me frappe. J'ai étudié un peu son enfance. À 13 Collège ans, militaire. À 13 ans, son père le met dans un pensionnat pendant 5 ans. Un pensionnat militaire à New York, dans le nord de New York, qui s'appelle New York Military Academy. Et le premier jour de son arrivée, parce qu'il n'était pas en ligne dans les rangs, il se prend une énorme baffe au visage. Et puis voilà, on imagine les ambiances d'une académie militaire en 1959. C'est pas aujourd'hui, vous voyez, à l'époque, l'armée américaine, elle est en guerre partout. Donc c'est toutes ces brutalités qui ont entraîné une sorte de masculinité toxique. C'est clair quand on voit Trump. Trump, il est vraiment l'exemple type de la masculinité toxique.
obsédé sexuel, obsédé par le fric, complètement narcissique, imbu de lui-même à un point qui est obscène. Donc on doit questionner le passé des boomers, comprendre leur enfance, comprendre qu'est-ce qu'ils ont eu comme adolescence, comme maltraitance, pour changer le monde. C'est notre seul moyen de changer le monde. Votre père qui vous a fait souffrir, parce que je pense que c'est le bon mot quand même, par son indifférence, par sa distance, est-ce que vous avez été, quand vous avez compris son histoire, ému de ce que vous ne saviez pas? Bien sûr. Oui. Plus que ça, je lui ai pardonné. J'avais besoin d'écrire un livre pour comprendre son silence, son absence, ses secrets, cette espèce de pudeur. Moi, vous savez, mon père, c'est un peu un Britannique, puisque c'est le fils d'une Écossaise. Ma grand-mère s'appelait Grace Carthew. Elle était très pudique, très coincée, très croyante, catholique, très, très pratiquante. Et la devise « Never explain, never complain » s'appliquait très bien. Et donc, à force de ne rien dire, jamais se plaindre, ça donne des familles où on ne se parle pas, où on s'aime peut-être, mais on ne se le dit jamais. C'est tout ça aussi. Alors, c'est une forme d'éducation, moi, que je regrette. Je regrette de ne pas avoir pu parler un peu plus à mon père. Ce livre, c'est une tentative c'est un monologue, mais c'est une conversation que j'aurais aimé avoir avec lui. Une conversation virtuelle avec, évidemment, un mort qui n'est pas là pour répondre. Oui. Le parcours aurait été différent? Parce que ce que ça pose comme question, et c'est basique, on n'invente rien, mais c'est que l'amour que l'on reçoit ou que l'on ne reçoit pas change radicalement notre destin. Oui, alors... on pourrait faire l'hypothèse que si nous étions tous mieux aimés, peut-être que les choses se passeraient mieux collectivement aussi. Bien sûr, ça c'est probable. Je pense qu'il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Mais ce silence, cette douleur, cette distance, elle a peut-être aussi été la cause de mon écriture. Peut-être que j'ai eu besoin d'écrire. Parce que c'est marrant, j'ai commencé à écrire en 1976. Dans votre cahier? Dans un cahier pendant un voyage avec mon père. C'est donc mon père qui m'a donné envie d'écrire. J'avais envie de noter les moments que je passais avec lui, qui étaient rares. Et donc, je voulais immortaliser ces instants provisoires. Et vous constatez en relisant le dit cahier que le style un peu distant, cynique, déjà s'installe. Oui. Et vous avez 11 ans à peine. J'avais un humour noir déjà, oui. Avec une histoire de rat qui se retrouve dans votre chambre d'hôtel et qui pourtant n'avait pas été demandé au petit déjeuner. Voilà, c'est ça. Oui. Donc je m'aperçois que je commence à faire des blagues sarcastiques et sardoniques. Il y a un tremblement de terre avec des milliers de morts et je blague là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière littéraire. Donc grâce un peu aux absences de mon père qui nous avait emmenés en vacances, mais qui passait beaucoup de temps dans les bordels de Bangkok ou de Pattaya. Et donc il laissait ses deux fils tout seuls à l'hôtel. C'est très spécial, mais c'est une autre époque. Voilà, c'est comme ça. Ah, mais je ne veux même pas la juger. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça vous fait avoir comme posture dans le monde, ce regard décalé. Ouais. Humour sardonique, dites-vous, ou regard sardonique sur le monde. Est-ce que jamais vous laissez toucher, émouvoir, ébranler même par l'autre? Parce qu'évidemment, cette distance, cette capacité à tout tourner en ridicule ou à regarder avec une distance. Ah oui, je ne comprenais pas, mais oui, vous avez tout à fait raison. Ça a été pendant sans doute plusieurs décennies ma manière de fuir. De fuir les douleurs, les chagrins, de fuir les conflits aussi. C'est-à-dire que plaisanter est une forme d'échappatoire permanente. Une parade. Comme la drogue, comme l'alcool, ce sont des manières d'éviter tout ce qui fait du mal. Et j'ai longtemps été très très doué pour ça. Comme une savonnette, comme une anguille qui, dès qu'il y a quelque chose, dès que quelqu'un se dispute, hop, je prends la fuite ou je blague. Et puis c'est ça qui a peut-être changé depuis quelques années. Alors,
C'est là que j'ai peut-être le trait d'union entre la petite histoire, l'anecdotique, celle qui fait nos vies, et puis la grande histoire. Dans ce que vous écrivez dans le Figaro, votre papier Vive les hommes, vous arrivez à ce constat que la légèreté qui a été la nôtre, peut-être aussi même une certaine masculinité toxique au fil des années, mais cette incapacité à se soucier du monde dans lequel on était vraiment a ouvert un boulevard aux pires excès aujourd'hui. Oui. Comme si, alors vous me direz, c'est un virage brutal que je fais, mais ce qu'on a appelé, pour faire simple, le wokisme, était le fruit de notre indifférence au monde qui changeait et à la frivolité qui a été peut-être celle de ces gens fortunés que nous avons tous été, parce que c'est une génération d'enfants gâtés. D'enfants gâtés, exactement. Oui, alors c'est vrai, parce que à force de s'en foutre de tout, on a peut-être pavé la route à des formes d'extrême, de fascisme. On est là aujourd'hui. Que ce soit de gauche ou de droite. Les gens comme moi qui sont un peu... qui sont un peu frivoles, futiles, qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas envie de parler de politique parce que c'est trop compliqué. À force de ne pas s'y intéresser, elle finit par nous rattraper, la politique. Elle s'intéresse à nous. Oui, exactement. Elle finit par vouloir nous interdire d'écrire, comme ça m'est arrivé. Où tout d'un coup, moi, je crois que je fais des blagues ou que je fais des romans, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui veulent m'empêcher de me parler dans une conférence. Ça, c'est pour le wokisme. Mais je suis tout aussi opposé à la violence verbale, à la brutalité, vous voyez, d'Elon Musk avec sa tronçonneuse, à des gens qui croient que c'est drôle de faire des saluts nazis, ou qui traitent mal un dirigeant vous voyez, d'une manière condescendante. Tout pour moi, c'est cette plouquerie, cette beaufrie me dégoûte. Mais on l'a engendré. Donc j'ai l'impression que je suis au milieu entre deux manières de penser complètement totalitaires et que moi, j'avais besoin d'écrire ça, en fait, d'écrire tout simplement. Et il y a une majorité silencieuse, il y a une masculinité silencieuse qui doit ouvrir sa gueule maintenant. On ne se reconnaît pas dans Trump et on ne se reconnaît pas non plus, évidemment, dans Sandrine Rousseau. Donc, nous, il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on arrête de se taire. Et qu'on impose une masculinité. Pas imposer, rien imposer. Ou qu'on invente une masculinité, donc, qui serait plus positive. Élégante, courtoise. Et puis moi, j'ai un programme politique, vous savez. Je ne suis pas candidat à rien, mais j'ai quand même un programme politique. Allons-y. Je suis un humaniste. Je crois au respect des droits de l'homme et des femmes, bien sûr. Je pense très important de sortir des écrans. Et je pense que bientôt, on va s'apercevoir que tout ça, c'est une arnaque, que ce soit les réseaux sociaux ou l'IA qui arrive, qui est pire. Donc tout ça, on va falloir éteindre les téléphones, éteindre les ordinateurs et se revoir humaniste. Ça veut dire être humain, entre êtres humains. Oui, se revoir assis dans un café pour discuter, pour dialoguer, pour se disputer gentiment. Vous arrivez à convaincre vos enfants de laisser tomber les écrans ? C'est un combat, mais alors vraiment permanent. Mais oui, j'y arrive. Et franchement, parfois, quand je dis on éteint les téléphones juste pour un repas, voilà, et au début, ils font la gueule, puis après, on discute et on s'amuse. Mais je ne peux pas interdire totalement, c'est impossible aujourd'hui, c'est impossible. Quand on a des enfants, tous les gens qui nous écoutent le savent. Mais je veux revenir à l'humanisme. Mmh. L'humanisme, ça veut dire une certaine manière aussi de se comporter. Et mes enfants, je l'essaye de leur apprendre la politesse, parce que c'est très très important la politesse. C'est une utopie la politesse. C'est de dire, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit bonjour, on lui sourit, on s'intéresse à lui, on pose des questions, on écoute les réponses. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est le sommet de la civilisation. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on ne le fait plus. Écoutez les réponses est dans tout ce que vous avez dit le plus radical de tous les actes. Bien sûr, J'entends des gens qui ont des conversations sans jamais entendre ce qu'ils... Oui, des monologues parallèles. Ce qu'ils auraient dû capter. Oui. Ça, Ionesco avait fait des pièces de théâtre géniales avec que des gens qui monologuent et qui ne s'écoutent pas. C'est exactement ça, oui. C'est notre société, puisque c'est technologiquement encouragé.
par tout ce qu'ils ont inventé aux États-Unis. Donc, non, moi, je crois que revenir aussi à l'écriture, à la littérature, parce que c'est plus de gymnastique pour le cerveau. Quand on lit un livre, on fait travailler son bulbe. Alors que quand on regarde, quand on scrolle, c'est cérébralement nul. On reçoit des images de partout qui sont calculées par des algorithmes. Et c'est du temps vraiment de vie qui est gâché. Perdu à jamais. Oui, je crois. Sauf si les gens qui regardent ce podcast. Merci, c'est très gentil. Vous êtes vraiment flatteur et flagorneur, ça ne vous mènera nulle part, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que vos enfants, ils sont constitués différemment? C'est-à-dire que la manière de faire, de penser, d'organiser les choses, parce qu'ils ont été instruits dans le monde par les écrans? Alors, non. Non? Non, pas du tout. Non, parce que Ce ne sont pas des mutants. Non, vraiment. Et je crois que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai 3 enfants qui sont tous drôles, gentils, de bonne humeur. Enfin, j'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup de chance et qu'il faut que je préserve ça. C'est très important. Et qu'ils apprennent la vie. Ils ont la chance, puisque nous vivons dans un petit village, ils ont un jardin, donc ils voient la nature. C'est très, très important tout ça. Et c'est pour ça que je me bats contre les écrans. Mais je pense que c'est aujourd'hui un problème de société. C'est pas seulement d'éducation. C'est que si les gens se rendent pas compte de cette escroquerie, parce que c'est quand même... Enfin, là, j'ai tout un couplet un peu long, mais j'essaie de dire la chose très rapidement. Moi, j'ai travaillé dans la pub. Dans la pub, on était payé pour mentir aux masses, pour leur faire acheter des produits. Aujourd'hui, ce mensonge, il est dans votre téléphone. Ils ont réussi à cibler chaque individu avec des publicités plus sur mesure, si vous voulez. Avant, c'était des affiches, c'était des pubs à la télé, c'était loin de nous. Maintenant, c'est dans votre main, dans votre cerveau, on vous inculque au moment le plus propice une pub pour vous convaincre et calculée par des IA qui réfléchissent vraiment attentivement à créer votre désir au moment où vous êtes le plus fragile, vulnérable. Voilà. Donc ça, c'est le danger. Qui sont-ils? Les propriétaires des réseaux sociaux d'abord, et aussi les marques, les grandes entreprises qui achètent cet espace. Est-ce qu'on est en guerre contre les marques, comme citoyens? Non, mais on peut peut-être comprendre que quand on vous donne quelque chose de gratuit, comme Instagram, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'on vous fait un petit lavage de cerveau quand même. Même chose pour tous ces systèmes-là. Donc c'est un... YouTube, c'est pareil. Les publicités qui coupent YouTube sont calculées pour arriver au bon moment. Entrer en contact avec nous quand on est le plus disposé. Voilà, c'est pas gratuit en fait. Voilà, c'est quelque chose où vous payez, vous entrez dans un système de manipulation. Il faut être lucide là-dessus. Oui, mais là, j'ai l'air d'un complotiste en disant ça? Non, je crois pas. Je ne pense pas du tout. Non, c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Vous vous souciez vraiment? La pub du XXe siècle est complètement obsolète aujourd'hui. Vous vous souciez vraiment de ce qu'on pourrait penser de ce que vous êtes? Complotiste ou autre chose? Non, mais parce que j'ai adoré... C'est pas un complot. C'est tout ça est officiel. J'ai adoré un proverbe zoulou que vous aimez vous aussi. Ah oui. Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors, pourquoi reculer? Oui, j'adore ça. C'est fantastique. Oui. Je ne sais plus qui avait dit aussi on vit, on meurt, et s'il se passe un truc entre les deux, c'est mieux. C'est le souhait qu'on peut se faire. C'est pas un kidnapping de conversation, mais vous me parliez tout à l'heure de vos filles et de l'époque parfois violente dans laquelle on vit. Quand vous êtes arrêté, quand on vous garde à vue et qu'on vous informe que vous êtes accusé de viol, ça change votre façon de concevoir votre vie et le monde dans lequel vous êtes? Parce que évidemment, il est facile de dire que c'est d'une brutalité inouïe compte tenu que, évidemment, l'affaire est allée nulle part. Si vous aviez été coupable, c'est autre chose. Mais de se retrouver dans cette position,
Ah, là, moi, je ne veux pas trop m'exprimer là-dessus. La justice a tranché. Ça a été classé sans suite. Donc, en français, sans suite, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que la situation qui m'est arrivée 2 fois, hein. Ça m'est arrivé en 2008 d'être en garde à vue pour usage de stupéfiants, puis une autre fois en garde à vue pour cette plainte-là. C'est à chaque fois, en fait, le fait d'être dans une cage sans savoir pourquoi, ça, moi, ça m'a fait écrire. Donc, mon éditeur, Olivier Nora, il dit maintenant, à chaque fois, à chaque livre, je vais t'enfermer. Je vais t'enfermer dans une cellule parce que ça m'inspire d'être. Je trouve qu'on se pose beaucoup de questions. Et si jamais cette situation-là, très violente, m'a. A eu un aspect positif, c'est l'introspection. C'est que moi, je ne peux pas dire c'est la faute de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas comme ça. Si je me retrouve enfermé par la police, c'est que j'ai fait quelque chose. C'est que j'ai mal jugé quelque chose ou qu'à un moment je me suis pas bien comporté. C'est quelque chose. Je trouve c'est intéressant de s'interroger sur soi à ce moment-là et pas de se dire juste je suis innocent, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est pas constructif. Pour moi, il faut se dire oui, je pense que je suis innocent, mais j'ai dû faire quelque chose pour me retrouver ici. Donc je dois me remettre en question. Je sais pas si c'est très clair. C'est clair. C'est que le comportement est peut-être pas optimal. Oui, et puis sinon, on ne progresse pas dans la vie. C'est pas intéressant de. Chaque problème qui arrive dans la vie arrive pour une raison et il doit nous aider. Vous avez pensé que votre monde s'effondrait à ce moment-là? Parce que la réaction, c'est celle du jeune homme de 1976 qui, dans ses cahiers, savait être à distance de ce qu'il vivait. Vous direz du commissariat de police où vous avez été arrêté que le poulet au curry n'était pas terrible et que ça manquait de stationnement puisque votre voiture avait été envoyée à la fourrière. Mais au-delà du plaisir peut-être, ou du dandysme de prendre à distance tout ça, c'est, j'imagine... La première réaction, vous avez raison, c'est celle de l'ironie. Pourquoi? Parce que c'est une manière de survivre. Et la deuxième réaction, c'est ce livre. C'est ce livre. Un homme seul, c'est la suite. C'est justement d'essayer de comprendre qui j'avais comme modèle d'homme et qui je suis comme homme. Et donc, d'enquêter sur mon père, c'est la réponse. C'est ça la réponse. Et une manière d'enquêter sur soi, certainement. Oui, c'était... Qu'est-ce que je suis né en 1965? Quelle était l'ambiance? Comment était le pays dans lequel je suis né? Comment était mon père? Et comment le divorce de mes parents? Ces voyages bizarres où j'étais livré à moi-même avec un père qui... tous les soirs ramenait une ou deux femmes différentes. C'est cette enfance, cette adolescence, les années de nuit, d'excès, tout ça, c'est la réponse. C'est la réponse à votre question. Vous avez déjà pensé que vous seriez un vieux? Je crois que maintenant, je l'accepte, ça. Je crois, oui. Oui, je crois que... honnêtement, je vais vous dire un scoop, mais je crois que j'ai jamais été aussi heureux. C'est étonnant, hein? Je me suis quand même pas mal lamenté dans mes œuvres depuis 40 ans. Et là, je vais avoir 60 ans cette année. Et je découvre que c'est pas mal d'avoir cet âge-là parce qu'on est débarrassé de pas mal de choses encombrantes. De peur? Non, j'ai toujours peur de tout, mais et puis l'époque nous y encourage. Mais j'ai l'impression que je me suis débarrassé de... Je suis, enfin, comme disent les psys, parce que j'en ai vu pas mal, j'étais objet avant et je suis devenu sujet. J'ai l'impression que je suis devenu le patron de cette chose-là. Ça, Jung parle d'individuation.
Ah, d'accord, je comprends pas, mais ça doit être ça. Mais oui, c'est quand on se trouve et qu'on se constitue et qu'on devient quelque chose. Oui, parce que avec toutes ces pages écrites sur mon père et ma mère et ce qui s'est passé depuis ma naissance, je parviens maintenant à peu près à comprendre ce que je fous là, ou qui je suis, ou ce que je veux et ce que je veux plus. Vous voyez? Vous arrivez à vous aimer un peu dans ça, donc. Ça, il y a encore du chemin, mais c'est important aussi. S'aimer soi-même pour être capable d'aimer les autres et de... Oui, et puis essayer de faire plus le bien que le mal, je ne sais pas. Essayer de faire plus le bien que le mal, je ne sais pas. C'est pas une question. Disons, je ne vais pas dire que je suis parfait, mais... Si ça s'arrêtait aujourd'hui... Je vais employer un mot vraiment, vraiment que j'aurais jamais employé, même encore l'année dernière. La morale, voilà. Je découvre l'importance de la morale. Et je crois en la morale. Je crois que dans la littérature, je m'en fous de ça, et que les bons livres sont souvent complètement immoraux. Mais dans ma vie, c'est très important. Je vous le dis avec émotion, oui. Je crois qu'il y a une morale, et il y a le bien, il y a le mal, et moi, j'ai envie d'être dans le premier camp. Mais sans donner de leçons, mais pour mon bien, pour les autres, je suis devenu moral. Et la tentation de l'époque, c'est justement de faire en sorte que tout se brouille et que la ligne entre ce qui est moral et ce qui ne l'est pas soit aussi brouillée. Je ne sais pas. Oui, j'ai l'impression qu'il y a c'est chaotique, c'est bordélique. Alors que c'est pas très compliqué, la morale, en fait. Je pense qu'on sait tous en nous-mêmes, dans notre fort intérieur, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais vous savez, les confessions d'un hétéro, là, il y avait un passage où je suis allé dans un monastère et où je me suis mis à pleurer en entendant les chants grégoriens, en pensant au message de Jésus-Christ. Enfin, tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais c'était quelque chose d'important pour moi. Et je pense qu'il y a un message, le message chrétien, il est très, très grand. Puis c'est mon éducation, moi je suis comme ça. Et la même chose quand j'ai été dans un régiment militaire, j'ai été fasciné par le courage, voilà, l'amour de la France, de ces gens-là. Donc et puis c'est des gens marrants quand même, hein. C'est des gens intelligents. Donc c'était un livre qui a été mal compris, et en fait c'était peut-être mon premier livre où j'avançais vers cette idée de morale. Avancer vers la morale, c'est pas le pire des projets. Non, je crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre le sens de la déconne, mais ça n'exclut pas ça du tout. Mais c'est ce que je pense est la civilisation. Voilà. Politesse. Oui. Humanisme. Morale. Alors, vous savez, liberté, égalité, fraternité, c'est Robespierre qui l'a trouvé. Il a écrit ça sur une nappe, pas loin d'ici, hein, au couvent des Cordeliers, c'est à 100 mètres d'ici. On est à côté. Oui, il a écrit liberté, égalité, fraternité. C'était très bien. Malheureusement... Il y a eu 93 aussi. Voilà. Bon, mais ça irait pas comme devise pour la France. Politesse, humanisme, morale. Non, ce serait trop... Non, ça pourrait mal tourner aussi. Mais surtout pas la moraline. Ouais. Morale. Non, la moraline, c'est Nietzsche, oui. Ça, c'était drôle d'en faire une sorte de maladie ou de médicament. Oui. Mais c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui beaucoup, la moraline, qui, quant à moi, nous éloigne de Non, mais moi, je parle de morale personnelle, individuelle, pas forcément publique, d'ailleurs. Auriez-vous, je termine là-dessus, pensé un jour vous revendiquer de cette quête de la morale? Mais je veux dire que... Quand vous étiez plus jeune. Le Frédéric de Mémoire d'un jeune homme dérangé ricanerait en me montrant du doigt et se foutrait de ma gueule. Ça, c'est sûr. Mais je sais que c'est moi qui ai raison et je sais qu'il était très triste. Le jeune Frédéric. Oui. Frédéric Beigbeder, il y a autre chose qui vous attend. Je vous remercie beaucoup de cette extraordinaire générosité. C'était très sympathique. J'aime l'idée d'avoir une conversation et de ne pas jouer ça comme un interrogatoire.
parce que Non, ça se passe au commissariat. Exactement. Alors là, j'en ai marre des commissariats. C'est promis, c'était pas l'aventure que je vous avais promise. Donc, on reste ici au niveau de la conversation. À vous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous nous likez, vous nous aimez en bon français. Jeanne Croteau à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Frédéric? Merci beaucoup. Merci.